On the Edge. Bienvenue sur On the Edge, un podcast autour du ping et, vous savez, de cette petite balle blanche qui va si vite. Je suis Marie Migaud, pongiste professionnelle, et je souhaite mettre les acteurs de ce sport en lumière et partager leurs histoires. Qu'ils soient joueurs, entraîneurs, coachs, thérapeutes ou autres, je laisse leur voix nous guider à travers leur parcours, leurs difficultés, mais aussi leurs différences. Et oui, je crois sincèrement que chacun de nous a quelque chose d'unique à donner. Alors, soyez prêts à ouvrir grand vos oreilles et bon voyage! En fait, c'est un jeu hyper simple, tout le monde a déjà joué au ping, et en fait, c'est ultra complexe au niveau des effets et tout. Parfois, j'associe ça à la Formule 1, c'est-à-dire que tout le monde a déjà conduit, tout le monde en âge de conduire conduit une voiture, a déjà vu des voitures et tout ça, mais conduire une Formule 1 et connaître tous les aspects qui font qu'une Formule 1 peut être performante, c'est hyper précis. Bienvenue sur On the Edge, Chris. Merci d'être avec moi ici. Avec plaisir, c'est cool. De prendre le temps de parler un peu de ping, de ton histoire, de ta vie, de tes expériences et tout ça. Je te connais pas tant que ça en tant que joueur, parce que je suis un peu plus jeune que toi quand même. Ouais. Mais j'ai un peu l'image de quelqu'un de très empathique, élégant, discret. Et très pro. Est-ce que toi, tu as déjà entendu les gens parler de toi de cette manière ? Empathique et j'ai envie de dire c'est lié à mon éducation, à ma culture. En général, ce qui ressort, c'est plus gentil que empathique parce que c'est le terme qui vient en premier, mais voilà. Je pense l'être foncièrement. Souriant aussi, parce que je trouve que c'est important. J'ai un poème que j'avais fait lire à ma mère à mon mariage qui s'appelle Le don du sourire et que j'aime vraiment bien. Et que j'invite tout le monde à lire. Et Okay. après élégant, bah là je peux pas. Élégant, non, élégant dans le ping, c'est-à-dire que là pareil, le mot qui ressort plutôt c'est fair play. Et là-dessus, oui. Et le dernier, t'as dit professionnel. Bosseur, ouais, Ouais, bah, c'est professionnel. plutôt bosseur, mais parce que j'étais pas talentueux. Et donc forcément bosseur pour essayer d'y arriver, quoi. On va parler un peu de ça entre le talent et le travail. C'est un sujet qui m'intéresse. J'ai eu pas mal de débats avec plusieurs personnes et pour savoir un peu est-ce que tu nais avec un certain talent ou alors est-ce que tu bosses vraiment pour arriver à tes fins, quelque chose de merveilleux, ou alors est-ce que c'est vraiment inné, quelque chose qui s'explique pas forcément. Voilà, donc on va peut-être parler un peu de ça. Mais Ouais. on y viendra. Ok. On va commencer par un petit quiz au début pour bien commencer ce petit épisode. Du coup, ton livre préféré? Alors, je lis pas beaucoup, mais je dirais que c'est Auto Plus. C'est un magazine plutôt. En fait, je suis fan de De... voitures. En fait, je suis fan de voitures, d'automobile, et donc je vais Ok. plutôt lire des choses qui sont liées à l'automobile plutôt que lire un roman. Je suis Ok. incapable de dire le dernier roman que j'ai lu. D'accord. Et donc, t'es fan de voitures depuis très longtemps ou Depuis tout fan petit. d'automobile? Depuis tout Depuis petit. tout Ouais, petit. ouais. Et t'as jamais voulu faire ce sport-là? J'ai jamais voulu faire du sport auto parce que je suis passionné par le sport auto, mais plutôt par l'automobile de tous les jours. En fait, ce que j'aime, c'est rouler vite sur autoroute. Donc, ça m'a coûté Ok. très cher. Ça m'a coûté des retraits de permis. Et donc, du coup, j'ai aussi un peu moins de moyens maintenant. Donc, Oh, wow. j'ai, je roule en voiture électrique, donc c'est un peu plus soft aussi sur l'autoroute. Mais en fait, non, c'est une passion qui m'a été donnée par mon père qui était ambulancier. Et voilà, et puis que j'ai un peu transmis à mes enfants aussi. Et c'est aussi l'adrénaline ou rien à voir avec ça? Je sais pas, je crois pas. Non, c'est euh, en fait je rêve. Alors on en parlera peut-être après, mais je rêve de travailler pour la sécurité routière. J'ai écrit pas mal de trucs. J'adore écrire, donc j'ai écrit pas mal de trucs là-dessus. Et voilà, donc
C'est Ok. une passion que j'ai, donc du coup, voilà, vraiment, je te dis, c'est plutôt mon livre de chevet, enfin mon magazine de chevet, plutôt qu'un roman. Et t'adores écrire sur quoi? Sur beaucoup de choses, j'ai écrit une chanson sur les Jeux de Paris, que j'ai pas osé sortir, mais qui est vraiment pas mal, je pense. Tu l'as écrit et chanté ou juste Non, écrit? écrit, j'ai essayé de la mettre en musique en fait avec ChatGPT et tout ça. J'ai pas vraiment réussi. Je l'ai donné à des gens pour qu'ils la mettent en musique. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de retour. Donc il faut que j'ai encore 4 ans pour la bosser pour Los Angeles. Ah mais génial, ok. Ton film préféré du coup? Mon film préféré, ouais. Je vais dire un des derniers que j'ai vu, Le Comte de Monte-Cristo. Parce que Ah génial. je suis pas très écran en fait. J'ai du mal à me poser pour tout dire. Et du coup, voilà, c'est le dernier que j'ai vu et qui m'a vraiment bien plu, que j'ai revu dans l'avion là quand je suis parti aux États-Unis dernièrement. Donc ouais. Ok, donc hyper actif, j'imagine. Euh, Assez actif et alors j'ai une passion, c'est ranger, donc c'est pas commun, mais du coup j'aime bien quand tout est ordonné et du coup ça me prend du temps. Ok. Est-ce que tu as une idole, une inspiration? Alors ouais, j'avais quand j'étais jeune, c'était Carl Lewis, en fait le sprinter, alors pas que sprinter, mais américain. En fait, j'ai commencé le sport grâce à lui. J'étais en vacances au Danemark avec mes parents pendant les Jeux de Los Angeles, donc en 84, j'avais 11 ans, et je l'ai vu avec son Dossard 915 gagner le 100 mètres, le 200 mètres, le 4x100 et la longueur. Et bah, pour le coup, lui, il était en plus vachement élégant. Et du coup, ouais, c'est devenu, enfin, c'est resté mon idole pendant longtemps. Et j'ai un poster justement, une photo de l'équipe avec son dossard 915 chez moi. Il a fait une intervention pour les Jeux de Paris, là. On était en train de bosser à Pulse et il est venu faire une petite conférence devant tous les salariés de P24, donc c'était sympa d'entendre ce qu'il voulait partager, même Mhm. si on était loin, etc. C'était sympa. T'es qui, toi, dans les mousquetaires? Je suis le Benjamin de l'équipe, c'est-à-dire que en fait, Philou est de 68, Damien de 69, Patrick de 70, ou non, de 69, novembre 69. Et en fait, moi, je suis de 73 et j'ai été le petit dernier en fait accueilli ben, lors de notre premier titre à Birmingham en 94. Donc j'avais 21 ans, avait plutôt 25-26. Et on m'a toujours présenté comme le Benjamin de l'équipe de France. Et voilà, aujourd'hui j'ai 51 ans, mais je reste encore le Benjamin par rapport à eux, quoi. T'es plutôt double ou simple? Euh, Plutôt double. Enfin, pas plutôt double, complètement double. Pourquoi? Bah, parce que j'adore partager, donc double et par équipe. Après, j'ai adoré jouer en simple, voilà. Mais si demain je devais choisir une compète, je préférerais jouer en double qu'en simple. Tu te reconnais plus dans Alexis ou Félix? Dans Alexis. Dans Alexis, par le côté un peu bête physique dans l'air de jeu. Voilà. Ouais, plus par Alexis. Ouais. T'as un côté plutôt rêveur ou plus les pieds sur terre? Je dirais plutôt les pieds sur terre. Mm. Et dans ton jeu aussi, dans la manière dont tu abordais les matchs, les entraînements? En fait, j'adore réfléchir à, enfin, imaginer des choses. Enfin, je sais pas comment dire. J'ai énormément d'idées sur plein de trucs que j'essaye de Mm. mettre en forme et que j'essaye de poser sur papier. C'est pour ça que j'aime écrire. Mais du coup, enfin, j'associe pas ça à du rêve parce que souvent, ça reste quelque chose de plausible, terre à terre. Enfin voilà, c'est ouais, Concret. ouais, exactement. Du coup, tu écris, mais tu te considères comme quelqu'un de créatif? Non, 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 Pas du tout? non. Ok. Alors, j'ai écrit sur d'autres choses, hein. J'ai écrit sur un one-man show. J'ai écrit sur bah, sur ma passion automobile, de doubler le TGV en voiture. J'ai écrit sur donc j'ai dit une chanson sur Paris 2024. Voilà, j'ai sur la sécurité routière. Et ça, c'est vraiment pour toi ou t'aimerais bien le partager aussi avec les autres? Ça m'arrive de le partager avec des gens qui me demandent, en fait, enfin, qui apprennent que j'écris et donc qui me disent, tiens, fais-moi voir. Et sinon, Ah ben là, pour l'instant, c'est pour moi. on va te demander ça du coup après le podcast, Ah hein. ouais, ça marche.
Alors du coup, comment t'es arrivé dans le ping? T'es né où? Tu viens d'où? Voilà, raconte un peu tes débuts. Ouais, je suis né à Montbéliard dans le Doubs. Ma maman avait une pharmacie dans une ville qui s'appelle Vieux-Charmont, où je suis, enfin à côté d'où je suis né. Et rapidement, on est descendu dans le sud de la France, à Vence, dans les Alpes-Maritimes, donc au-dessus de Nice, à côté de Saint-Paul-de-Vence, quand j'avais 2 ans et demi. Donc je me considère plus de la Côte d'Azur que Ouais. du Doubs. Voilà, et j'ai grandi là jusqu'à 15 ans. Je suis venu au Ping vraiment par hasard parce que mes parents faisaient beaucoup de croisières. Et en fait, sur un bateau, une fois, on avait fait une croisière avec eux, on était au large du Maroc. J'avais 10 ans, et en fait, il y avait 2 tables de ping sur le bateau. Ma mère jouait un petit peu et j'avais envie de jouer avec elle, mais c'était en extérieur, sur le pont du bateau, enfin, ça ressemblait à rien. Mais du coup, Mm. j'avais kiffé ça. Et en rentrant dans la ville où on habitait, il n'y avait pas de club, et mes parents ont décidé de créer un club pour que je puisse jouer. Et donc j'ai commencé le ping comme Wow. ça, donc avec des parents hyper investis, hyper dévoués dans la vie locale, dans la vie associative. Et du coup, j'ai eu cette chance-là. Après, mon père a pu m'amener dans des clubs un peu plus gros aux alentours, c'est-à-dire Antibes, Nice et tout ça, pour que je commence à progresser. Et je suis parti après en centre de haut niveau à 15 ans à Bordeaux. Voilà. À Bordeaux, à À Talence ou pas du Talence, tout? ouais, à Talence, Talence. où j'ai fait 2 ans. En fait, j'avais passé les tests pour rentrer à Montpellier l'année d'avant. Mes parents trouvaient que c'était un peu trop tôt pour quitter la maison, donc je suis parti l'année d'après à Bordeaux, Ok. et de 15 à 17 ans. Et après, je suis monté à l'INSEP, où je me suis entraîné pendant 27 ans. Qu'est-ce que tu kiffes dans le ping, toi? Le fait que ça soit hyper. En fait, c'est un jeu hyper simple. Tout le monde a déjà joué au ping. Et en fait, c'est mais ultra complexe au niveau des effets et tout. Parfois, j'associe ça à la Formule 1, c'est-à-dire que euh, tout le monde a déjà conduit, enfin tout le monde en âge de conduire conduit une voiture, a déjà vu des voitures et tout ça, mais conduire une Formule 1 et connaître tous les aspects qui font qu'une Formule 1 peut être performante, bah c'est hyper précis. Souvent les femmes, et ma femme en fait partie, qui était une joueuse de ping, n'aiment pas la Formule 1, mais en fait je trouve que quand tu écoutes les commentaires, et notamment depuis que Canal+ a repris les droits de la Formule 1, ça fait je crois une dizaine d'années, peut-être 15, Mm. en fait c'est euh, c'est hyper bien construit, c'est facile d'accès, et en fait on se rend compte euh, de l'infime précision que ça demande. Et ouais, je trouve que le ping est assez similaire à ça. Et en plus, les pneus, c'est du caoutchouc comme les plaques de ping, qui durcissent avec le froid, qui se ramollissent avec le chaud. Et donc, la gestion des pneus est pour moi, en plus, par-dessus tout, intéressante. T'as déjà été voir un circuit de Formula One? Enfin, t'as déjà Ouais, été spectateur? ouais, enfin, j'ai mes enfants qui sont fans, donc on a été à Spa-Francorchamps, qui est un circuit mythique en Belgique, où on a été camper, voilà, la nuit d'avant, c'était génial. Et j'ai aussi fait un baptême de Formule 1 biplace. Waouh. Et là, en fait, autant l'accélération, c'est-à-dire que c'est impressionnant, mais tu t'y habitues facilement, le freinage aussi, mais l'accélération latérale, là, c'est inimaginable, mais vraiment Ok. inimaginable. Ton arrivée à l'INSEP, du coup, t'as 17 ans, tu dis? Ouais. C'est quoi? T'es avec qui? Tu t'entraînes comment? Combien de temps? En fait, j'arrive, et il y a déjà Steph Lebrun qui est arrivé l'année d'avant, Laurent Cyril, quelqu'un qui était dans les meilleurs juniors à l'époque, était aussi de Montpellier. Et donc, Ok. je retrouve des gens que je connais un peu de la catégorie junior, et bah, je m'entraîne. Je suis souvent, enfin, je suis le moins bon de la salle, donc majoritairement, je m'entraîne bah, avec les moins bons aussi des seniors, régulièrement avec les filles aussi, puisque quand on est impair, c'est souvent le dernier qui trinque. Et donc, Hmm. non, mais quand je dis qui trinque, en fait, et en plus, c'est malheureusement dans l'esprit, c'est ça. Et justement, moi, je trouvais que il fallait que ça soit pas toujours le moins bon des joueurs qui joue avec les filles, puisque sinon tu prends ça comme une punition, et du coup tu perds ta séance, et la fille le sent bien et perd sa séance aussi. Et donc moi j'aurais aimé que ça puisse un peu plus tourner par rapport à ça. Ça, je m'en suis rendu compte plus tard, hein. Enfin, je veux dire, quand tu prends de l'âge et tu te dis, en fait, bah, on peut aussi nous aider aussi, enfin, les filles sur certains conseils, quand tu prends de l'âge, quand tu prends de l'expérience et tout. Moi, j'avais pas cette réflexion quand j'avais 17 ans, mais du coup, j'ai un peu déconné quand je suis arrivé à l'INSEP, parce que tu arrives,
t'as les gens qui sont plus forts que toi, t'as envie d'appartenir à leur cercle, t'as envie d'être avec eux, de vivre avec eux et à leur rythme. Et en fait, bah, tu peux pas, t'as encore tes études, voilà. Et j'ai mon père et mon entraîneur de Talence qui sont montés à Paris et qui m'ont dit, écoute, si c'est pour faire le con, ben, tu reviens à la maison, ça sert à rien. Non seulement tu es moins fort que les autres, mais en plus tu es moins doué. Donc si tu veux y arriver, il va falloir que tu bosses plus qu'eux. Et donc j'ai pris ça comme un conseil, du coup une alerte, mais un conseil. Et j'ai essayé d'avoir ça comme fil conducteur après tout au long de ma carrière. T'as souvent entendu ça, que t'étais moins doué que les autres? Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai, enfin, je veux dire, et pour revenir à enfin, ce que tu disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une part d'inné et une part d'acquis. Et je pense que à force de travailler, tu peux trouver des sensations que des joueurs talentueux ont de manière innée. Donc moi, j'ai l'impression d'avoir été à la fin un joueur finalement talentueux par d'autres côtés, talentueux par le travail, mais au départ, je l'étais pas du tout. Enfin, ça, c'est une certitude. Ok. Ok, donc tu penses vraiment que la partie innée peut se retrouver après, plus tard, par le travail? Ouais, je pense. Je pense. Ok. Après, t'étais doué physiquement? Pas forcément. En fait, quand je suis parti à Talence, j'étais plutôt gringalet. Et en Ok. fait, la première année à Talence, j'ai pris 19 kilos. 8 centimètres et 19 kilos. En fait, Et comment ça? Comment t'as fait pour prendre 19 kilos? bah, en fait, je m'entraînais assez peu sur la Côte d'Azur. Je m'entraînais 3 fois par semaine. Je me suis mis à Ok. m'entraîner beaucoup. Les entraîneurs, je me rappelle, ils appelaient mes parents en disant mais c'est pas normal tout ce qu'ils mangent au petit-déj, tout ce qu'ils mangent à tous les repas. Et en fait, je me suis étoffé. J'ai commencé à travailler physiquement alors que je le faisais pas vraiment. Et du coup, ouais, entre 15 et 17 ans, je me suis transformé physiquement. Ouais. Quand tu arrives à l'INSEP, est-ce que tu as envie d'être un champion, entre guillemets? Ou est-ce que tu t'y vas, tu vois où ça te mène et puis on verra quoi? Non, alors quand j'arrive à Talence, je me dis, je rencontre le DTN de l'époque, Pierre Albertini, et on m'avait dit, il faut absolument lui parler des Jeux Olympiques parce que lui avait fait les Jeux en 72 au judo à Munich, et en plus, bah, le ping venait d'être olympique. Moi à Talence, j'y arrive en 89 et le ping est olympique depuis 88. Et donc les Jeux font normalement rêver tous les sportifs, mais moi je sais pas vraiment ce que c'est les Jeux, même si j'avais vu Carl Lewis à l'époque. Pour moi, ça représente pas grand-chose. Et donc, j'arrive en entretien face à lui et je lui dis, moi, je veux faire les Jeux Olympiques. Et il me dit, mais est-ce que tu sais déjà ce que ça représente? Tu dis ça pour me faire plaisir, tu vois? Et en fait, je suis gêné parce qu'effectivement, je lui dis ça pour lui faire plaisir. Et par Ouais, contre, quand je suis arrivé à l'INSEP, non, non, j'avais envie d'être numéro un mondial. Ni champion du ok. monde, ni champion olympique, mais numéro un mondial parce que pour moi, ça représentait la régularité et j'étais vachement attaché à ça plutôt que des résultats en dents de scie mais qui t'amènent à avoir un titre. Et j'ai toujours été plus attaché au classement, et d'ailleurs je pense que ça m'a joué des tours sur certaines compètes, plutôt qu'à des titres, comme peuvent l'être les Suédois par exemple. Ok. Sur quelle compète ça t'a fait jouer des tours? Je sais pas trop, j'en citerai pas une comme ça, mais je pense que le fait d'être attaché à ton classement, de regarder beaucoup plus contre qui tu vas jouer, enfin voilà, c'est les incidents si tu perds, si tu gagnes, alors que tu vois, j'aurais pu être peut-être 20 mondial et avoir une chance d'être champion d'Europe une année ou voilà, donc ou avoir une Ouais. médaille au monde. Et, mais il se passe quoi entre Talence et l'INSEP pour que vraiment ton mindset te change entre champion olympique, mais je sais pas trop ce que c'est, à numéro un mondial, avec la Pa- Parce régularité, que etc. je prends conscience de mon niveau en fait quand j'arrive à l'INSEP, déjà je vois tous les meilleurs joueurs français et j'essaye de prendre sur chacun ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire que je me rappelle de Didier Nurdin par exemple, il faisait très gaffe à lui au niveau alimentation étirement et je me suis dit ben tiens ça je vais prendre ça de lui. Philou à l'entraînement c'était incroyable comment il s'entraînait, l'intensité qu'il mettait, je me disais ben ça je vais prendre ça de lui et j'essayais de prendre le meilleur de chacun et puis je sais pas, je pense qu'entre 15 et 17 ans aussi j'ai pris conscience que c'était ça que je voulais faire mais vraiment par-dessus tout quoi. Hmm. C'est facile pour toi de t'inspirer des autres? Euh, alors quand J'ai tu dis l'impression que tu as créé aussi ta personnalité et ton jeu et ta vision des choses grâce aussi aux autres. alors ça a beaucoup beaucoup au service en fait. Moi
un aspect de mon jeu que j'ai vachement travaillé. C'est mon premier entraîneur sur la Côte d'Azur qui était l'ancien DTN de la Fédé, Jean-Pierre de Quirès, qui est descendu sur la Côte d'Azur en 84 pour sa retraite, en fait, sa pré-retraite, et en fait, qui est devenu mon entraîneur. Et je crois pas qu'il était super bon entraîneur, mais il m'a donné le goût de travailler le service. Donc voilà. Après à Talence, j'habitais Nice, je restais un week-end sur deux et je me rappelle, je prenais une boîte de chaussures et j'allais ramasser des balles dans la salle et je demandais la clé à l'intendant qui voulait pas me la donner. Et je lui disais mais je veux juste m'entraîner, donnez-moi la clé. Et j'allais, je récupérais 9 balles, 10 balles et je faisais une après-midi de service avec ça. Et j'ai toujours j'ai j'ai essayé de prendre sur certains joueurs, je les observais, leur prise de raquette, la façon dont ils servaient, et j'essayais de les copier et derrière de m'approprier leur service avec ma prise de raquette et mon feeling en fait. Ouais. Tu te considères plus comme un extraverti ou un introverti? Alors ni l'un ni l'autre, mais si je devais faire un choix, je dirais plutôt introverti qu'extraverti. Je suis pas du tout, Ouais. je veux dire, je vais pas prendre le micro dans le car, chanter et faire le con, non pas du tout. Je suis plutôt un suiveur. Ouais. T'as été 10 fois champion de France en double, c'est Mm, ça? mm, 3 fois champion de France en simple, ouais. 3 JO. Je me rappelle, je crois que c'était la qualification à Nantes. J'avais été voir, je pense que j'avais peut-être 8 ou 9 ans. C'est 2008. Euh, Tu peux nous raconter un peu ton expérience à cette qualification-là? T'as du temps là? Ouais, j'ai du temps. En fait, la qualif à Nantes, pour recontextualiser, en fait, je sais que ça sera sans doute mes derniers JO. C'est en Chine, c'est pour qualifier aux Jeux de Pékin en Chine, donc pour un pongiste, c'est juste dingo. Et en même temps, j'ai appris il y a 10 mois que mon père a un cancer et je sais qu'il il peut pas venir à Nantes mais qu'il verra la qualif, mais les jeux ils sont 3 mois plus tard et je sais qu'il y a de grandes chances qu'il voit pas les jeux. Donc voilà. C'est la qualif olympique, c'est une compétition vraiment particulière. Euh, je l'ai pas faite pour Atlanta, donc c'était mes premiers jeux, je l'ai fait qu'en double avec Patrick Chila, c'était déjà à Nantes, on s'est qualifié. Je l'ai pas fait pour signer parce que j'étais dans le top 20 mondial, donc je suis pas passé par les qualifs. Pour Athènes, je l'ai fait au Luxembourg. J'ai entre guillemets bénéficié du forfait de Filou qui s'était blessé et je menais 10-3 à la belle à un match de me qualifier contre le chinois italien Yang Min et je perds 12-10, donc c'est pas un super souvenir. Voilà, voir le pire de ma carrière. Et donc du coup là j'arrive à cette compète, donc tu as une phase de qualif de 2 jours, le mercredi jeudi, de poule où normalement quand tu es avec le niveau que j'avais, normalement tu t'en sors assez facilement. Et derrière, tu as des tableaux à élimination directe et tu peux te qualifier tous les jours. Tu en qualifies 4 le premier jour, 4 le deuxième et Ouais. 3 le troisième. Et en fait, en poule, je tombe sur ma bête noire, en fait, Slobodan Grujic, qui est un copain d'enfance. Pour là, je crois, 6e fois sur 7, je perds avec une balle de match, Waouh. 12-10 à la belle. Mais finalement, dans le goal average, ça n'a pas trop d'incidence. Et en fait, je joue ma qualif sur un Espagnol, Sanchez, et je sais que il faut que, je crois de mémoire, que je gagne 4-2. Et en fait, à la fin d'un set, je vais voir le coach et je m'aperçois que je me suis gouré dans mes calculs et que en fait je sais plus trop où j'en suis et je retourne à la table mais en panique complète en me disant mais en fait non, il faut absolument que je gagne les 3 sets qui viennent et tout. Et en fait finalement c'est pas ça. Alors ça peut paraître aberrant hein, mais en fait comme c'est un système de ratio quand on est tous égalité, enfin bon bref, en tout cas je me fais peur là-dessus. Finalement je m'en sors et derrière il y a tous les jours tu peux te qualifier. Donc le vendredi je perds sur je vais retrouver. Je perds sur Gardos. Je crois 11-9 à la belle. Le deuxième jour, je perds sur Dionys, le défenseur grec que j'aimais pas trop jouer, 4-1. Et le dernier jour, t'as plus que c'est ta dernière chance de te qualifier. Le premier match, je suis mené sur Keinat, un Allemand, je suis mené 3-1, je gagne 4-3. Le deuxième jour, je suis mené sur Corbel 3-2, 7-3 et je gagne 4-3. Et le dernier Ouais. match pour la qualif, je joue Kuzmin et je suis mené 3-2, 7-3. Et voilà. Et en fait, je sauve une balle de match à 3-2, 19. Voilà, par un ace. Et je gagne 4-3. Et il y avait Incroyable. du monde dans la salle parce que c'était à Nantes. Il y avait une ambiance de dingue. Et ouais, ça reste.
j'ai des images et des photos, voilà, je mets en mémoire là, et c'est cool. C'était dingue. T'es quand même très calculateur hein, de ce que tu nous racontes là. Euh, alors, très calculateur, et moi je pense que euh, je suis pas un bon, enfin, j'attache pas beaucoup d'importance à la technique. Je pense pas, Mm. tu vois, si j'étais coach, je sais pas distribuer au panier. Il y a des trucs que je maîtrise pas du tout. Par contre, je pense que j'ai deux éléments où je suis vraiment, où je me considère presque comme un expert. Je dis presque pour pas avoir le chou, mais je pense expert sur le service et sur la gestion des points à l'intérieur d'un match et d'un set. C'est-à-dire que je m'étais fait des petits papiers en fait avec des chiffres pour les sets et des chiffres pour tous les points, et je m'amusais en fait à piocher le nombre de sets et le nombre de points, et je disais tiens 2 1 8 7, tiens comment je jouerais ce point si j'étais sur un joueur plus fort, moins fort, et j'étais devenu je pense assez bon là-dedans, ouais. Ok. Mais c'est ouf, hein. Ben, en fait, c'est pour ça que j'ai vachement été gêné aussi, au-delà du service, par le passage de 21 à 11. C'est que je connaissais tous les points importants, comment fallait les jouer, je te donne un exemple, un Ouais. service que tu fais à 5-5 au premier set, si tu fais le même service à 16-13 à la belle, ou là, maintenant à 6-3 à la belle, t'as pas du tout la même réponse en retour, pas du tout. Mm. Et donc, je, ouais, j'étais devenu vraiment bon là-dedans. Et du coup, le passage à 11 a rebattu un peu toutes les cartes avec deux services chacun, et j'ai mis vachement de temps à m'adapter. Tu préférais en 21 ou en 11? Alors, aujourd'hui, je me dis heureusement qu'on est passé Moi, à je 11. peux pas te dire, hein. Non, non, Je mais peux pas te dire. aujourd'hui, je me dis heureusement qu'on est passé à 11, parce que quand j'ai revu des matchs, justement pour la qualif au jeu à Pékin en 21, je me disais, mais pourquoi on n'arrête pas les 7 quand il y a 17-8 ou 14-6, ça rime à rien. Mm. Mais sur le coup, enfin, pendant 2-3 années, t'es nostalgique, enfin, tu vois. Surtout qu'il y a des jeunes qui sont arrivés qui avaient joué qu'en 11, toi, t'as joué 20 ans en 21, on te change les règles alors que t'es quasiment au top niveau. Tu te dis, c'est pas très fair play, mais bon, c'est comme ça. Quelqu'un t'a appris à réfléchir de cette manière-là, de calculer un petit peu tout ce que tu faisais, de peut-être de visualiser aussi un petit peu tes coups et tout ça? Ou c'est vraiment tout seul, quoi? Non, alors beaucoup. Non, là-dessus, c'est beaucoup tout seul. En fait, j'aimais bien courir, et j'aime encore le faire, même si je cours moins vite qu'avant. Mais du coup, c'est des moments où tu passes vachement à réfléchir aussi. Et je suis un fan Mm. des chiffres aussi, vraiment des maths et des chiffres. Et en fait, quand tu cours, tu fais vachement je prends l'exemple, tu fais un marathon, tu compte vachement par rapport aux minutes qui te restent, aux kilomètres qui te restent, tu fais des ratios, des fractions et tout, et t'arrêtes pas toute la course. Et je trouve que quand tu cours plus doucement et que tu as le temps de réfléchir, c'est un moment propice aussi à... voilà, quand je cours, j'ai mon téléphone avec moi, j'ai mon dictaphone, et je fais que parler à mon dictaphone sur les idées que je Ah, peux c'est avoir et tout. dingue! Ouais. Je cours aussi maintenant beaucoup, donc j'ai le temps aussi, et ça me permet aussi d'évacuer les pensées, enfin tout ça. Donc ça me permet de faire ça, mais pas forcément de réfléchir à quelque chose, tu vois. Plus Mhm. pour me laisser aller. Ouais. Ok. Si je reprends la qualif olympique là à Nantes, le fait que ton papa soit malade, est-ce que ça t'a aussi peut-être aidé et transcendé un petit peu dans les moments plus difficiles ou pas du tout? Enfin, ça serait mentir de dire que j'y ai plus pensé, ou non. Enfin, euh, je me rappelle quand je l'ai appris, c'était au championnat d'Europe à Belgrade. Je l'ai appris juste avant mon match sur Maz, et j'ai peut-être jamais aussi bien joué ou aussi bien remis, alors que c'était un joueur que j'aimais pas trop jouer. Voilà. Euh, non, non, là-dessus, je pense j'avais réussi à faire un peu la part des choses. Non, je pense que si j'ai réussi à être, en fait, quand j'ai revu les matchs après, notamment sur Kuzmin, donc c'est le match de la qualif, je suis mené 3-2, 7-3. Pendant le match, je me suis jamais rendu compte que j'étais aussi proche de perdre. C'est-à-dire que quand j'ai revu le match à la vidéo, je me suis dit, mais comment ça se fait que t'es pas en train de paniquer, ou t'es pas en train de te dire, mais attends, je vais pas aller au jeu à ce moment-là. Et en fait, je pense que j'étais tellement bien préparé, c'est-à-dire que je m'étais tellement entraîné avant. Euh, pour moi, être bien préparé, c'est faire le maximum de ce que tu peux faire en amont pour pas avoir de regrets à De avoir sur le regrets, moment et tout. Et donc, j'acceptais le fait des fois de mal jouer, de pas être bien et tout ça. Et ça m'est arrivé deux fois dans ma carrière, à la qualif olympique à Nantes, et au championnat du monde en 99 à Eindhoven, où on était quatre dans les 20, donc Patrick, Philou, Damien et moi. Et il y avait que deux places directes pour les Jeux, et je m'en suis sorti aussi sur deux matchs grâce à ça, je pense. ok.
Ta préparation, elle est liée à quoi? Elle est liée à ta technique, ton physique, ton mental, ton tout? Elle reprend tout? La technique, non. Le physique et le mental, c'est-à-dire m'échauffer physiquement pour enfin, monter en température corporellement. Enfin, ta Pardon? préparation, je veux dire, avant, Ah, vraiment avant la compète, comment tu te prépares, toi, à un grand événement ok, qui te tient à pardon. cœur ou... Ouais. Euh, En fait, je peux pas dire je travaillais plus mes points forts, j'accentuais là-dessus. En fait, pour moi, c'était très lié au travail du service. Euh, Ok. ouais, en fait, ça conditionnait beaucoup de choses dans mon jeu, le service et le physique. Et donc, quand je savais que je maîtrisais parfaitement le service et que je bougeais bien, c'est-à-dire que j'avais pas peur euh, de comment dire, d'ouvrir la table côté coup droit parce que je savais que j'aurais toutes les balles plein coup droit et donc ça me permettait d'avoir que 25 cm à jouer en revers, qui était vraiment pas mon point fort. J'avais l'impression que je pouvais, alors c'est pas battre tout le monde, mais que j'avais une chance d'aller loin dans le tableau, quoi. Ouais. Donc si t'étais pas à l'aise au service ou physiquement avant la compète, t'étais pas bien, quoi. Ouais, et ça, pour ça, fallait que je répète, que je répète, que je répète, c'est-à-dire c'était du service, du service, du service. Ouais, j'étais obligé, c'était un passage obligé. Je me rassurais dans le travail en fait. Ok. Et c'est quoi cette relation que t'as avec le travail? Je pense que c'est la, comment dire, pas la culture, le, Si, ouais, on peut dire ça comme ça. l'éducation qu'on a eue. En fait, ma mère, elle était pharmacienne dans une très très grosse pharmacie dans un centre commercial sur la Côte d'Azur. Elle était toujours au service des gens, tout le temps. Elle m'a toujours dit, il faut commencer par répondre oui et jamais non. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça me pose beaucoup de problèmes, c'est que je sais pas dire non. Euh, Ouais. voilà, que bah, ouais, il faut, on a tout ça, mes deux sœurs ont ça aussi. Il faut donner la meilleure version de soi-même. Donc, il- quand je jouais, j'arrivais le premier à la salle, je repartais souvent le dernier. Je m'étais toujours dit, si j'entraînais, j'arriverais le premier à la salle, je repartirais le dernier. Et aujourd'hui, au boulot, ça m'arrive souvent d'arriver dans les premiers et de repartir dans les derniers. Et psychologiquement, c'est pas trop dur, ça? Non, Parfois? alors non, ce qui est dur, bah, c'est de faire le contraire pour moi. Bah oui, Ouais, ouais. justement. Non, en fait, psychologiquement, c'est pas dur. C'est ce qui est dur, en fait, c'est terrible, mais c'est pour les autres. Quand je dis les autres, c'est-à-dire tes proches, parce qu'ils ont Ouais. l'impression que tu fais passer ça. Alors, quand tu es joueur, à la limite, tu peux le comprendre parce que c'est ta carrière. Quand tu es entraîneur, tu peux le comprendre parce que c'est au service des joueurs. Mais là, dans ton travail, ça veut dire que tu fais passer ton travail avant ta famille, tu vois, ça peut être perçu comme ça. Et en même temps, mon travail, ça reste, j'ai de la chance, ça reste encore une passion, tu vois. C'est marrant, mais je sais pas si c'est lié au fait qu'on devait se parler aujourd'hui, mais ce matin, je regardais sur le quai du RER, bah, tous les gens qui partent le matin à 7h15 en RER, c'est rare qu'ils aient le sourire, tu vois. Ouais. Moi, je suis content, enfin, tu vois, voilà, donc bah, je sais que j'ai cette chance-là, et du coup, bah, c'est vrai que des fois, ça se répercute un peu négativement sur les proches. Est-ce que ça, tu t'essaies de... Pas, alors, c'est pas de corriger ça, parce que c'est un talent, mais est-ce que tu essaies de t'adapter pour être plus là pour ta famille ou pour être plus peut-être disponible ou J'essaie, mais en fait, c'est dur parce que c'est pas naturel, en Ouais, fait. Donc, ok. j'essaye de faire au mieux. J'ai toujours l'impression de faire le maxi de ce que je peux faire, mais enfin, je sais que je pourrais faire plus, mais c'était toujours un peu tiraillé. Donc, voilà, Hmm. j'essaye par petits pas. Ok. C'est la théorie des petits pas. C'est... Ouais, c'est ça. Le PPP, Mm. petite dédicace, elle aura fait faire. PPP, c'est point par point. Ouais. Donc voilà. C'est quoi le moment le plus joyeux de ta carrière? Euh, Alors plus en termes de, on va dire, d'émotion avec le sport, donc un résultat ou voilà, qu'est-ce qui t'a toi procuré le plus d'émotions positives? Bah, le plus fort, ouais. Euh, Bah, je pense que c'est le titre par équipe à Birmingham parce que c'est notre premier titre avec Philou, Patrick, Damien et moi. J'ai joué le dernier match. J'étais encore jeune. Ouais, je pense que c'est ça. Ok, et pourquoi? Parce que tu sais, t'étais encore insouciant. Euh, Souvent, on me dit, quand t'es jeune, t'es insouciant. Après, on me dit, tu l'as battu à l'expérience. Voilà. En fait, enfin, si on parle de ça, en fin de carrière, c'est tellement horrible ce que tu vis. Euh, Hmm.
de par l'expérience justement que tu as pu accumuler. Et moi, je me rappelle de mes derniers matchs par équipe avec Angers. Euh, j'ai joué fin de cette saison en Pro A. Il y a 18 matchs par saison. Je crois que j'en ai loupé un dans toute ma carrière. Je jouais un match parmi 400 qui avait aucune importance. Enfin, aucune importance. Ça avait de l'importance pour le club, mais pour moi, à titre perso, et ça n'allait pas changer ma vie ou plus changer ma vie. Tu vois, j'allais pas signer un contrat, j'allais pas. Voilà. Et je me mettais dans des états avant le match, mais inimaginables. C'est-à-dire que t'as tellement d'expérience, t'as tellement de références, et en plus, comme en général, quand t'es sportif de haut niveau, t'as une très bonne mémoire. Je me rappelais, je me disais, attends, là, l'autre fois, je suis arrivé, j'étais dans cet état-là, j'ai joué mes 2 premiers coups droits là, ça s'est bien passé, j'avais gagné, donc c'est bon. Là, aujourd'hui, j'ai loupé mon revers. Et en fait, t'en deviens à devenir fou, et donc tu vas 10 fois aux toilettes avant le match, t'arrives, alors que tu dis, mais t'essayes de dire, mais attends, ça a zéro importance, Chris, arrête. Enfin, tu vois, demain, tu prends l'avion, t'as peur en avion, c'est bien pire, machin, et en fait, ben, t'es finalement bien que quand le match commence, où là tu te retrouves dans un élément normal. Mais l'avant-match, les derniers matchs, c'est terrible. Que les derniers matchs ou aussi avant? Non, que les derniers matchs. Avant, de temps en temps, t'y penses. Enfin voilà, mais non, les derniers matchs. Enfin, je dirais les 2 dernières années, ça a été dur. Ouais. Enfin Ok. dur. Dans les avant-matchs, encore une fois, parce que tu penses à plein de trucs. Ouais, t'as plein de références. Mm. Quelle est la personne qui t'a apporté le plus dans ta vie? Parents, enfin, ouais, bah c'est sûr. Ma mère bossait beaucoup, elle était pas très dispo, mais moi j'en ai pas souffert du tout. Mon père, grâce à ça, a pu m'amener partout. Enfin, il était hyper dispo et tout. Donc, oui, c'est grâce à eux que j'ai commencé le ping. C'est grâce à eux que ils m'ont amené dans tous les tournois, dans tous les clubs. Voilà, ils ont fait un nombre de kilomètres incroyable pour moi. Mm. Ils ont toujours été, aimants et jamais à discuter négativement avec les entraîneurs que j'ai pu avoir et tout. Donc, ouais, mes parents. T'as un garçon qui fait du tennis, il me Ouais. semble, Mm. à haut niveau. Euh, à bon niveau. Qu'est-ce que toi tu lui inculques de ta carrière Euh, le plus? en fait, c'est plus la gestion à l'intérieur des matchs. Parce que j'ai l'impression, enfin, techniquement, je peux rien lui apporter. Je connais pas le tennis, même si ça ressemble au ping, voilà. Il y a plein de paramètres qu'on n'a pas au ping, c'est-à-dire le fait de jouer en extérieur, le fait que les balles Mm. s'usent, enfin, des trucs comme ça. Mais par contre, c'est la gestion à l'intérieur des matchs. Tu vois, je dis n'importe quoi. Quand il va faire une faute, je prends un exemple, il mène 4 jeux à 1, 30-0, il va faire une faute con. Là, je peux tomber fou derrière l'écran. Je regarde ces matchs, là, je peux tomber fou. Là, voilà, je peux lui Ok. mettre un texto à la fin du match en lui disant, c'est quoi ce point, quoi. Voilà. Ça, je peux faire. Ok. Mais est-ce que toi, à ton époque, il y avait psychologue, préparateur mental? Est-ce que tu as déjà eu besoin de ça aussi ou pas du tout? Il y en avait pas trop. À l'époque, Philou avait bossé avec un. J'ai bossé avec cette même personne quand j'étais en Allemagne et que ça s'est pas bien passé. Et en fait, moi, alors ça m'a donné des billes pour progresser. Et en même temps, ça m'a mis un Bronx total dans la tête parce que j'étais déjà pas très bien, tu vois. Et je pense que c'est mieux d'aller voir quelqu'un quand tu es stable et que ça va bien pour Mm. t'aider plutôt que quand ça va mal en te disant bah, je suis un peu acculé et je vais voir quelqu'un. Et franchement, moi, il y a eu des bons côtés, mais il y a pas eu que des bons côtés parce que j'étais dans une période pas facile. Et donc, cette période, tu étais en Allemagne, tu dis? Pourquoi elle était pas facile? Ben, en fait, j'ai signé, j'étais au club de Levallois, ça se passait très bien, j'étais très correctement payé, je jouais bien, je jouais avec des copains. Sauf que à l'époque, j'étais 14e mondial et moi, je voulais être numéro un. Et à l'époque, le meilleur Mm. championnat, c'était le championnat allemand. Donc, j'ai signé pour un club allemand. Alors, j'ai pas signé pour le club auquel je voulais aller, dans lequel je voulais aller, qui était le club de Bâle à l'époque, parce que j'ai eu une offre incroyable financièrement d'un autre club. Et ça s'est mal passé. J'ai signé un contrat de 2 ans. Je me suis fait virer au bout de 8 mois. Et je suis revenu à Levallois, puisque à Levallois, Patrick partait, lui jouait à Charleroi, donc ils avaient besoin d'un joueur. Et du coup, en fait, j'avais l'impression de plus savoir jouer. Mais Ok. j'arrivais plus à lancer la balle au service tellement je tremblais. Et la balle me restait collée à la main, donc c'était horrible. Et je me souviens, j'avais été joué à l'époque, il y avait un tournoi à Chef Bouton, ben, tu dois connaître puisque Ah c'est à bah côté de oui. chez toi. Voilà. Ouais. Voilà. Et en fait, quand je suis parti, j'étais 14e mondial. Je suis revenu, j'étais encore 47 mondial, mais je jouais 300 mondial, je pense.
Et Ok. j'avais un 15 et un 16 dans ma poule et j'étais parti m'échauffer. Je me rappelle, il y avait une cahute, je la revois encore là, la cahute sur le parking du tournoi de Chef À la Bouton. mémoire, là. La Hein, mémoire non, non, qui et du fuse. coup, je me suis échauffé comme pour un match de mes championnats du monde et je les voyais s'entraîner, les mecs, et je me disais, mais je vais pas pouvoir gagner. En fait, le mec, il a un service rentrant, je sais pas comment je vais remettre. Et j'étais en panique alors que les mecs, ils étaient 15 et 16 et que j'étais 47 mondial. En fait, j'avais Waouh. plus aucune confiance dans mon niveau de jeu, mais c'est dramatique, dramatique. Mais c'est venu à cause de quoi exactement? J'ai commencé à perdre des matchs. Euh, j'ai fait, je crois que j'ai perdu 11 fois au premier tour sur 12 dans les WTT, enfin dans les Pro Tours de l'époque. Et puis, j'arrivais plus à jouer. C'est-à-dire que je m'entraînais, dès que ça se passait mal à l'entraînement, je balançais à la fin de séance. J'avais l'impression que j'y arrivais plus, quoi. Et en Et fait, ça a duré combien de temps? en tout, il y a eu des hauts et des bas parce que ce qui est horrible, enfin horrible, c'est qu'entre-temps, de temps en temps, je jouais bien, donc je me raccrochais à ça, mais en fait, je descendais inexorablement vers vers les profondeurs. Et Hmm. c'est Steph Lebrun, en fait, qui m'a dit, qui était aussi mon coach perso, enfin qui est devenu mon coach perso après en 2005, mais qui m'a dit, écoute Chris, je pense qu'il faut que tu réapprennes à gagner, c'est-à-dire que là, tu joues contre des joueurs qui sont beaucoup moins forts que toi, mais ils sont en fait intrinsèquement plus forts aujourd'hui. Il faut que tu ailles jouer à un niveau encore inférieur. Et donc, il m'a dit, à l'époque, j'étais donc encore dans les 100 premiers mondiaux, et donc j'étais exempté de jouer en National 1 aux Indies. Et il m'a dit, fais un courrier à la Fédé pour jouer en N2. Et je lui ai dit, mais tu rigoles, enfin, je vais pas aller jouer en N2. Il dit, si, tu vas voir, tu vas galérer. Et donc, j'ai fait une demande qui a été acceptée, j'ai repris les Indies en N2, et j'ai même pas gagné le tour, mais je jouais contre des joueurs, ça faisait 15 ans que je les avais pas joués, et enfin, 2 ans avant, on m'aurait fait jouer contre eux, j'aurais rigolé, quoi, enfin vraiment. Et là, j'étais en Ah, c'est galère, j'étais incroyable. obligé de m'arracher. Et en fait, il m'a dit, tu vas retrouver le plaisir de serrer la main de ton adversaire en gagnant, tu vas aller dans une salle où les gens vont avoir plaisir à te voir parce que tu restes quand même pour ton ego, un bon joueur, tu vois, un fort joueur. Ouais, Alors ouais, que quand j'allais en Pro Tour, j'étais la risée de tout le monde. J'arrivais avec mon gros sac pour la semaine, je perdais au bout d'un match, je traversais la salle, enfin, c'était horrible. Même enfin, mes adversaires, les étrangers, avaient pitié de moi, quoi, vraiment. ouais. Ok. Mais juste que vraiment à ne pas pouvoir servir, quoi. Ouais, ouais, bah, je, je pouvais plus bloquer du revers, en coup enfin, Ok. non, mais c'était incroyable, enfin, vraiment, Ouais, un blocage. Ah ouais, ouais. Après, oui, t'es très cérébral aussi, peut-être, donc c'était peut-être c'est ça. un Un peu tout, trop, quoi, ouais. un peu trop. Un peu trop, un peu trop. Et t'as toujours Et les comment défauts. t'as... Non, mais t'as toujours les défauts de tes qualités. C'est-à-dire que c'est ça qui m'a permis d'être très fort et c'est ça qui Oui. a fait que je suis descendu bas. Quand t'es, je sais pas, on disait Damien, bah, il est peut-être un peu nerveux, mais c'est ça qui a fait que c'était une pile et qu'il a il a fait des résultats Non, dingues et c'est ça carrément, qui faisait que de temps en carrément. temps, il disjonctait sur des matchs, quoi. Non, carrément, carrément. Ok. Et t'es remonté après ça ou comment t'as fait? Je suis Donc t'as joué remonté en N2, t'as regagné, t'as resserré la main des adversaires en vainqueur. en leur tapant dans le dos. Alors t'as faim dans le dos. En leur disant bon match, bravo. En fait, ouais, j'ai retrouvé du plaisir à jouer. Et en fait, en 2005, j'ai demandé à Steph qu'il devienne mon coach perso. Donc, c'était jouable parce qu'il était de la famille, donc financièrement, on Ouais. pouvait s'arranger. Voilà. J'avais aussi un préparateur physique qui était un copain d'enfance, Franck Sabat. Et du coup, en fin d'année, je suis devenu champion de France pour la première fois en Waouh. 2005 à Mandeville. Et donc, ça a relancé, en fait, voilà. En fait, Steph, il m'a dit, enfin, dans le discours, dans les discussions qu'on avait, je lui disais, mais en fait, j'ai été 14e mondial, je serai plus jamais dans les 15 meilleurs. J'ai fait 3 fois les jeux, je referai jamais les jeux. Machin, mais il m'a dit, mais Chris, il te reste encore, t'as jamais été champion de France, il te reste encore plein de belles choses. Les jeux, pourquoi tu les ferais plus? Enfin, voilà. Et, euh, et donc, du coup, il m'a dit, il faut juste accepter de prendre le temps. Ça va revenir, mais il faut prendre le temps. Ce que tu faisais avant, tu Ouais. sais toujours le faire. Il faut que ça se remette en place et tout. Et donc, voilà. Et à la fin de l'année, j'ai été champion de France pour la première fois, alors que j'avais perdu, je crois, 11 fois en demi-finale avant. Et du Donc coup, le fait de retrouver aussi ouais, peut-être un entourage qui te redynamise un petit peu, ça t'a fait du bien, quoi. ouais, et puis je pense que ça, j'y crois vachement. Quand tu casses quelque chose, quand tu prends tes décisions, enfin, tu vois, là, les exemples récents, je te prends l'exemple de Didier Bardet. Moi, je le sponsorisais, enfin, quand je travaillais chez Butterfly. euh, Quand il a dit je quitte l'INSEP, je vais à Tours, machin, je lui ai dit écoute, franchement, moi, j'y crois pas. On a eu une discussion ensemble.
enfin, je lui ai dit, j'y crois pas, voilà. Et je suis le premier content de m'être gouré et je pense que le fait qu'il ait pris ses décisions, qu'il ait cru, qu'il s'est dit, ben, j'aime pas trop ce mot, mais tu vois, mon projet, machin, ben, en fait, c'est ça qui a fait qu'il a cassé des barrières et qu'il a réussi, quoi. Et t'es un peu plus solitaire ou collectif quoi dans ta carrière, t'as réussi à t'entourer de gens, euh, enfin d'un bon entourage, ou alors est-ce que t'étais tout le temps un peu plus solitaire, un peu plus un div Je me entre considère, guillemets. enfin, c'est bizarre parce que j'adore le double et par équipe, mais je me Ben considère oui, plutôt oui. comme solitaire. Ouais. Ouais, Après oui, ça va avec ton personnage, hein. Enfin ça me surprend pas forcément, tu vois. je sais pas, à toi de juger. Est-ce que ton après-carrière te faisait peur ou pas? Non, 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 Jamais? non. En fait, j'ai arrêté, j'avais 47 ans, le ping, non, 43 ans. C'est incroyable aussi la longévité que t'as Ouais, eue. et en fait, on te parle de ton après-carrière depuis que tu as 25 ans. Donc en fait, j'ai eu 18 ans pour m'y préparer. À chaque fois, on me disait, ouais, mais tu penses à l'après-carrière? Je dis, oui, j'y pense. Lâche-moi, mais j'y pense. Et en fait, du coup, j'ai eu le temps de m'y préparer. Non, ce qui m'a fait drôle, c'est quand je pensais jouer encore 2 ans, par exemple, en Pro B, en m'entraînant une fois par jour. J'avais commencé à travailler pour Butterfly. Je pensais que j'allais travailler à mi-temps pour Butterfly. Je travaillais à un quart-temps au début. Et en fait, quand j'ai été les voir, ils m'ont proposé de bosser à plein temps pour eux. Ça, c'était au mois de mars. Et donc, ils m'ont dit, ça veut dire que tu arrêtes de jouer. Et donc, il fallait que je prenne la Hmm. décision. Et ça voulait dire que mon dernier match était en juin de la même année, 3 mois plus tard. Et là, je me souviens des 500 kilomètres qui séparent le siège de Butterfly en Allemagne à Krefeld jusqu'à chez moi. Et là, tu dis, waouh, ça va faire bizarre quand même, quoi. Enfin, ça veut dire que ta raquette, tu l'arranges vraiment, quoi. Et du coup, mais en même temps, je m'étais toujours juré de ne pas faire l'année de trop si j'avais une opportunité et tout ça. Et donc, non, non, ça a été assez facile. Ok. Toi, tu aimes jouer ou tu aimes gagner? Ah non, j'aime jouer. T'aimes jouer. Moi, je suis pas du. Enfin, au ping, j'étais un gagneur hein, parce que je m'investissais dans ce sport. Mais tu me fais jouer aux cartes, à la pétanque, au golf et tout, je m'en moque de gagner. Enfin, tu Ouais. vois, Patrick, lui, enfin, c'est un gagneur. Il se refera pas invétéré. Moi, je m'en moque, ben, vraiment. Et comment tu expliques du coup que t'aies joué aussi longtemps? Bah, parce que en fait, j'aime le fait de penser que, enfin, c'est pas que penser. En fait, tu peux progresser tout le temps au ping. Il y a tellement de paramètres, physiquement, mentalement, techniquement. Et donc, moi, même à la fin, enfin, c'est un des rares sports où tous les jours, tu vois quasiment une balle que tu n'as jamais vue encore de ta vie, alors que tu en joues, je sais pas, 2000 par entraînement, ou Hmm. 3000 ou 5000, j'en sais rien. Et c'est ça qui est kiffant. Enfin, tu vois, et ça, il y a très peu de gens qui peuvent s'en rendre compte, même des très bons joueurs à l'échelle nationale, Ouais. les différences qu'il peut y avoir d'effets, de remise d'effets, tout ça. Et c'est ça qui me faisait kiffer au ping. Ah, moi, je suis complètement d'accord. Même si j'ai arrêté tôt, je suis complètement d'accord. J'aime bien jouer aussi. Euh, Qu'est-ce que tu prends avec toi pour ta carrière pro en ce moment? De ta carrière pro pongiste, mais aussi maintenant ta carrière pro normale, entre guillemets. Qu'est-ce que tu prends de toute cette vie-là et que t'emmènes avec toi? Euh, le fait de partager, euh, le, la notion de travail, de rigueur, plus de travail que de rigueur parce que non mais non, en fait comme c'est un peu nouveau, enfin tu vois, j'ai vraiment commencé à travailler à 47 ans, donc je peux pas dire que d'un coup tu es rigoureux, c'est comme si j'étais un jeune, voilà. Et surtout je pense la gestion du stress, c'est-à-dire que là Hmm. j'ai l'impression qu'il y a des situations où ben ouais, tu te dis c'est putain, c'est hyper important, voilà, mais en fait tu arrives à prendre du recul, tu arrives à te dire oui, c'est important, mais bon, on va réussir à gérer, on va trouver des solutions et tout. Donc euh, ça, ça c'est l'aspect numéro un, je pense. Et tu te considères plus un leader ou un suiveur aujourd'hui dans ton boulot? Alors, dans mon boulot, je peux pas dire que je suis un suiveur parce que je suis à la tête du pôle compétition, mais je suis pas un leader né, c'est-à-dire que pour moi, je suis
souvent, quand tu joues, on t'oppose « Ah, c'est la génération des anciens par rapport aux jeunes ». Moi, j'ai l'impression que si je vais dans une salle où il y a Nathan Lam, Flavien Coton, Thibaut Poré, je leur ai envoyé un message ce matin, par exemple, pour les féliciter pour leur nouveau classement mondial. Je suis pareil qu'eux. Enfin, tu vois, j'ai 51 ans, mais on parle de ping, je suis pareil qu'eux. Là, moi, ça me gêne pas s'il y a quelqu'un qui me dit « Tiens, j'ai eu cette idée, on va faire ça. » Très bien, super. En fait, j'y pense ces temps-ci. En plus, je me dis, est-ce qu'il faut être un leader, ou est-ce que ton naturel est comme ça? Et j'ai l'impression que les gens t'apprécient pour commenter, t'apprécient comme ça. Pourquoi j'irais changer pour faire quelque chose de différent que je sens pas forcément? Enfin voilà, donc. Non, t'es très accessible et comme tu dis, t'es pareil que nous. Et ça se ressent quand on parle avec toi, donc j'apprécie vraiment beaucoup ça de toi. Dernière question, qu'est-ce que tu dirais au petit Christophe à l'époque, si t'étais aujourd'hui Que tu as de la chance parce que tu vas pouvoir t'éclater pendant 40 ans dans un milieu qui est juste génial, le milieu du ping, hyper bienveillant. En fait, là, il y a 2-3 jours, en fait, je pense que comment dire, même nous au sein de la Fédé, mais dans la vie en général, on ne met pas assez en valeur les atouts du ping. C'est-à-dire que pour moi, si tu compares à d'autres sports ou à d'autres activités, on en fait à l'école. Et tous les sports ne peuvent pas dire ça. Enfin, tu fais du tir à l'arc à l'école, au Walou. Au ping, il y en a dans les écoles. Tu joues. C'est un sport indiv, mais tu joues beaucoup en par équipe. Contrairement au tennis par exemple. Donc en par équipe, ça veut dire que tu es avec tes potes, de ton âge, des fois tu es avec des adultes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de matchs, donc même quand tu perds, une semaine après tu peux te racheter, t'es avec des gens, des entraîneurs qui donnent de leur temps de dingue, alors que dans d'autres sports, t'es avec tes parents qui te disent ah t'as encore fait 5 doubles fautes, machin, ou enfin voilà, tout le monde l'a vécu, les retours en bagnole avec tes parents après une compète où personne se parle et dès qu'il y a un mot qui sort, c'est l'enfer. Là t'es avec tes potes, tes entraîneurs. Et en fait, je trouve qu'il y a plein de côtés positifs. C'est un sport hyper fair-play parce que c'est facile à arbitrer et tout ça. Et toutes ces valeurs et ces atouts liés au ping, je trouve qu'on ne les met pas assez en avant. Ok, trop bien. Merci Chris. Bah de rien, avec plaisir. On aurait pu continuer 5 heures. Hein. Bah je sais, mais après ce serait trop long. Attends, t'aimerais entendre qui dans ce podcast si t'avais l'opportunité d'interviewer quelqu'un ou voilà, ce serait qui? Français ou étranger? N'importe. Coach, n'importe. Ok. Alors, moi, quand j'étais joueur, j'adorais Jörg Groskopf, le coach allemand. Je trouve que avec Jean-Michel Sèvres, on a eu beaucoup de... l'équipe de France avec la Belgique, c'était plus filou avec Jean-Mi, mais on était souvent en tension, mais... c'est quelqu'un qui a un parcours extraordinaire et qui est un mec foncièrement gentil. Je trouve que Zoran Primorac aussi, il est... voilà. Ça en fait 3. Ouais, voilà, 3 anciens de ma génération. Ouais. Je vais essayer d'aller piocher du coup dans ces 3-là. Ça marche. Ouais. Merci. Ça marche. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bisous. Merci. Bisous.